Bonjour à tous, bienvenue sur le campus d'Évreux pour la deuxième émission du jour. Alors tout à l'heure je vous ai dit que c'était à 14h, et ben non, c'est à 13h30, on vous a fait une petite blagounette. On se retrouve donc sur le campus d'Évreux avec à l'IUT, avec deux invités pour l'instant, mais au fur et à mesure de l'émission on aura de nouveaux invités. Donc je vais vous demander tout simplement de vous présenter s'il vous plaît. Donc Guy Ladan, enseignant-chercheur, responsable de l'équipe Biomat, qui est l'une des équipes d'une unité de recherche CNRS qui s'appelle Polymère, Biopolymère Surface. Bonjour à tous, Gaëtan Lutzweiler, je suis enseignant-chercheur depuis le mois de septembre et je travaille au sein de l'équipe Biomat de Guy Ladan sur le domaine des implants pour la régénération osseuse. Alors on va revenir après le petit reportage parce qu'on a eu la joie d'être accueillis dans vos laboratoires il y a quelques semaines maintenant. Donc on va regarder le reportage et puis après on va revenir ensemble pour d'une part discuter de ce reportage, voir aller un petit peu plus loin parce que ça peut être nécessaire. Et puis aussi pour parler un peu du laboratoire plus en général et puis de votre parcours en particulier qui peut être intéressant pour un doctorant ou futur doctorant et éventuel. Allez, c'est parti pour le reportage. Donc nous nous situons ici dans le laboratoire Biomat, qui est une équipe de l'unité PBS, biopolymère surface. Nous travaillons dans le domaine des biomatériaux. Et plus précisément, nous concevons des solutions dans le domaine biomédical afin d'améliorer l'intégration des implants, notamment orthopédiques et dentaires, dans le tissu osseux environnant. Donc il s'agit d'optimiser l'intégration de ces implants avec leur tissu hôte afin d'améliorer une cicatrisation, limiter les déchaussements de l'implant dans le temps et donc optimiser la durée de vie. Ou alors également l'objectif peut être de provoquer une régénération tissulaire, soit de l'os, soit du cartilage, soit de la jonction entre l'os et le cartilage. Donc Aline va procéder au traitement à l'aide de couches ultra minces de polymères biologiques, de membranes de polymères structurées, nanoporeuses et microporeuses, destinées à supporter la régénération tissulaire au niveau de la membrane ostéochondrale, c'est-à-dire la jonction entre l'os et le cartilage pour des patients qui auraient des lésions au niveau du cartilage, de destruction au niveau du cartilage. Donc on peut voir ces membranes comme une forme de pansement sur la tête de l'os et donc destinées à accueillir, une fois implantées par le chirurgien orthopédiste, destinées à accueillir les cellules osseuses et les cellules du cartilage. Et donc le revêtement que Aline est en train de construire à la surface de ces membranes est destiné à favoriser leur colonisation par les cellules et le développement de ces dernières. Les membranes polymères que nous avons traitées avec les polymères précédemment sont ensuite métallisées sur ce porte-échantillon et donc apparaissent sous cette forme, et une fois métallisées, elles vont pouvoir être observées à l'aide du microscope électronique à balayage qui va permettre une observation extrêmement fine et précise de la structure, de la topographie, de la rugosité de la surface, donc à une échelle qui est micrométrique voire nanométrique, puisque là par exemple sur cette image que Olivier est en train d'acquérir, eh bien on a à peu près toute la largeur représente à peu près l'épaisseur de 2 cheveux. Et donc il y a la possibilité également de zoomer pour voir les structures fines de la surface sur lesquelles nous allons ensuite cultiver des cellules osseuses. Pour des supports à base de polymères, tels que celle-ci, vous voyez, des membranes poreuses sur lesquelles on distingue bien les structures poreuses et la nanotopographie, la microtopographie
sur lesquels vont se développer les cellules. Donc sur ce type d'échantillon polymère, l'analyse par le microscope électronique à balayage est destructive, c'est-à-dire que comme on a dû les recouvrir d'une fine couche d'or, on ne peut plus ensuite utiliser cet échantillon précis en culture cellulaire. C'est un spécimen qui sert de référence pour l'analyse. Elle va procéder à l'ensemencement par des cellules osseuses, des cellules de souris. L'ensemencement des membranes, des échantillons traités avec les cellules osseuses vient d'être réalisé et Aline va maintenant introduire les échantillons, la plaque de culture, dans l'incubateur, qui est un milieu contrôlé en termes de température, d'hygrométrie et de taux de dioxyde de carbone, de façon à permettre un développement optimal pour les cellules. Donc Aline va sortir la culture de l'incubateur pour évaluer le degré de développement des cellules sous le microscope inversé. Pour évaluer si les cellules sont dites confluentes ou encore isolées, et donc juger de leur degré de développement avant de stopper la culture et d'envisager des tests de caractérisation des cellules, des comportements cellulaires, des tests de caractérisation de morphologie cellulaire, comme on peut le voir ensuite en microscopie à fluorescence, ou des tests de coloration et des tests de différenciation également. Une chercheuse en biologie cellulaire, donc c'est elle qui est en charge de caractériser les cellules une fois qu'elles ont été ensemencées, cultivées sur les supports traités. Donc elle est en train ici de caractériser les surfaces par une technique qui s'appelle la microscopie épifluorescence. Et donc on voit le type d'images obtenues sur lesquelles on distingue le cytosquelette, une forme de squelette polymérique et biopolymérique des cellules. Et donc on peut également observer en même temps les noyaux cellulaires pour les mêmes cellules qui apparaissent ici, qui sont marqués en bleu. Donc, les noyaux et puis le cytosquelette en vert, ce qui permet de réaliser de très jolies images des cellules. Donc en fait, ça voilà, c'est le marquage de l'actine, enfin c'est un des polymères du cytosquelette qui nous permet de voir vraiment la morphologie des cellules. Donc on a mis un marqueur fluorophore qui est dédié à la révélation du cytosquelette d'actine. Et en parallèle, on a mis un deuxième marqueur pour aller chercher le noyau qui donne, alors c'est pas celle-là, c'est l'autre, qui donne ce genre de photos. Donc là, en bleu, c'est ce qu'expliquait M. Ladan tout à l'heure, on a le noyau, donc c'est un fluorophore spécifique du noyau. Et après, moyennant un montage de photos, on superpose les deux, ce qui permet d'avoir la cellule et son noyau. Donc ça fait des images un peu plus jolies. Et donc on peut voir un petit peu comment les cellules se répartissent, leur morphologie à la surface des matériaux. Et donc on peut en déduire, en fonction de cette morphologie, si les cellules ont une bonne affinité pour le matériau, ce qui est plutôt encourageant pour les études ultérieures, ou pas. Si on a des cellules qui restent rondes, ça veut dire que la cellule ne se plaît pas à la surface, elle ne veut pas s'étaler, c'est une cellule qui va mourir, et donc c'est plutôt un indicateur défavorable pour la suite de l'étude. Alors, retour sur le plateau. Est-ce que le reportage est à peu près fidèle au travail que vous réalisez ? Oui, je vous remercie parce qu'il rend notamment très bien compte d'une caractéristique cruciale de notre recherche, c'est l'aspect pluridisciplinaire. Là, on voit bien qu'on démarre au laboratoire de préparation, laboratoire de chimie, donc pour préparer les substrats et les surfaces, les matériaux, donc c'est le côté matériaux. On voit très bien la caractérisation qui, là, nécessite des physiciens.
avec notre collègue Olivier qui pratique notamment la microscopie électronique à balayage. Et puis, s'ensuit les caractérisations biologiques qui nécessitent l'intervention de biologistes. Et donc, notre équipe est construite et s'est construite au fil du temps sur cette stratégie-là, donc de pluridisciplinarité, qui est incontournable dans un domaine biomédical tel que celui des biomatériaux et des implants. Alors je me souviens effectivement quand on s'est rencontrés, qu'on avait discuté de cette notion-là, et qu'on s'était dit qu'il y a quelques années, on avait tendance un peu à saucissonner un peu la science, et les chercheurs ou les scientifiques au sens large se rencontraient pas forcément. Alors on avait peut-être la mathématique qui regroupait un peu tout le monde s'accordait à dire que c'était la science commune, on va dire, mais pour le reste, on avait un peu du mal à travailler les uns avec les autres. Alors dans votre laboratoire, alors je suis content que vous renvoyiez ça, dans le laboratoire, j'ai eu ce sentiment particulièrement qu'il y avait des besoins spécifiques pour échanger, partager, et les savoir-faire des uns et des autres sont complémentaires dans votre type de recherche. C'est ça, et de toute façon, même à l'échelle internationale, un laboratoire de biomatériaux digne de ce nom ne veut pas ignorer cette approche-là et se passer des compétences de tous ces trois disciplines-là, les matériaux et leur mécanique, la chimie, et les comportements cellulaires. Alors j'ai également ressenti beaucoup de modestie quand j'ai rencontré votre équipe et vous-même, mais vous parlez de matériaux, vous êtes très détaché par rapport à tout ça, mais ce que vous faites, c'est quand même rendre la vie de certains beaucoup plus... En tout cas, tenter de... Alors, nous, on est quand même une équipe de recherche dont les projets sont assez en amont par rapport à l'application. On n'a pas encore, par exemple, sur nos démarches, on n'a pas encore déposé de brevet, par exemple. Donc ça, c'est sûr que dans la carrière d'un chercheur, ça peut être un objectif particulier de pouvoir arriver un jour à déposer un brevet qui éventuellement serait exploité par un industriel, trouver des partenariats industriels pour développer et commercialiser et réellement aboutir à des solutions pour les patients, des solutions effectives. Mais il y a énormément d'étapes qui nous séparent de ça, puisque pour l'instant on fait des évaluations in vitro, on a pratiqué quelques évaluations in vivo. Ensuite, il faut passer chez l'humain. Et puis, alors ça recouvre des aspects réglementaires qui sont assez poussés. Et il faut déjà montrer beaucoup de résultats positifs à ce stade-là pour réussir à convaincre un industriel ensuite d'investir sur notre idée. Et puis, petite question de néophyte, quand on dépose un brevet, il peut être pluridisciplinaire également ou Ah oui, bien sûr. Là, après, ça, c'est indépendant du contenu. Du moment que ça présente une nouveauté, une innovation, et que c'est susceptible d'intéresser un industriel et de trouver une application pour le grand public, le brevet peut contenir tout ce qui est innovant. Ben merci. Ce qu'on voulait aussi, c'était revenir un petit peu sur le parcours d'un jeune scientifique. Vous nous l'avez dit en préambule, qui venait d'arriver ici, sur le campus d'Évreux. Est-ce que vous pouvez nous retracer un tout petit peu votre parcours jusqu'à où vous en êtes aujourd'hui, peut-être pour donner envie au public qui est ici, qui peut être un public qui a envie d'aller vers les sciences, pourquoi pas? Oui, donc tout à fait. J'ai fait un parcours tout d'abord de fac assez classique, à savoir donc une licence. J'ai ensuite continué pour un master. J'ai à l'origine un parcours plutôt dans le domaine de la physique des matériaux, et durant la deuxième année de mon master, j'ai découvert en fait le domaine des biomatériaux. Par le biais d'une option simplement durant mon cursus, qui m'a donné envie de continuer justement dans le domaine de la recherche et dans le domaine donc des biomatériaux. Donc j'ai continué en thèse durant 3 ans. J'ai pu durant ma soutenance de thèse rencontrer Monsieur Ladan qui faisait partie de mon jury, ce qui m'a permis aussi de découvrir son laboratoire. Entre-temps, donc, j'ai continué pour ce qu'on appelle un stage postdoctoral, qui est encore une expérience de recherche dans un laboratoire. Et j'ai postulé sur un concours donc, de maître de conférence que j'ai eu la chance d'obtenir. Et donc j'ai pu rejoindre l'équipe Biomat aujourd'hui. Donc qu'est-ce que vous apportez aujourd'hui à l'équipe Biomat ? Alors moi j'ai travaillé essentiellement sur les matériaux, cette fois-ci poreux,
qui servent en fait comme un échafaudage servirait à construire une maison. Le matériau sert en fait à y faire pénétrer les tissus et les cellules pour en fait venir petit à petit remplacer ce matériau ou cet implant et donc aller vers une régénération du tissu d'origine. Et dans cette équipe, l'expertise est essentiellement centrée sur la fonctionnalisation des surfaces. Et moi, j'apporterai le côté tridimensionnel de la chose, combiné avec l'expertise des surfaces de l'équipe. Et donc, en vue de produire éventuellement des implants nouvelle génération qui, pourquoi pas dans un futur plus ou moins proche, conduirait à régénérer un tissu. Ça veut dire qu'on peut aussi rêver en science. On a intérêt, on le fait beaucoup même. Merci à vous deux. Je vais vous proposer de voir un nouveau reportage. Reportage dans un autre laboratoire ici sur le campus, qui est le laboratoire Cobra. Et puis on va accueillir, pendant ce reportage, on va accueillir d'autres interlocuteurs. Merci encore à vous, et pour l'accueil au laboratoire, et pour cette émission. Merci à vous. Merci à vous. Donc, bonjour, moi je m'appelle Charlène Gadroche, je suis actuellement doctorante en fin de première année, début deuxième, ici au Cobra à l'IUT d'Évreux. On est ici dans le labo Cora, donc, comme j'ai dit, chimie organique, bioorganique, réactivité et analyse. Il y a plusieurs parties, donc il y a la partie environnementale qui sera avec mes collègues et moi je suis plutôt sur la partie fonctionnalisation de matériaux. En gros, ça veut dire qu'on va avoir par exemple là dans mon cas, moi je vais avoir un espèce de carré en or. Et dessus, je vais venir attacher des molécules dessus. Et c'est ça qu'on appelle la fonctionnalisation, c'est-à-dire qu'on va rendre le matériau plus utile dans la vie de tous les jours. Là, pour le coup, je vais montrer un petit peu ce que je vais faire pendant ma thèse. Donc en premier, là, il y a toute la partie synthèse, c'est-à-dire que je vais mettre deux molécules ensemble pour qu'elles puissent réagir et en donner une plus grande qui, avec celle-là, va pouvoir m'aider à aller sur le matériau et faire ce que je veux après. Mais il faut toujours commencer par créer ces molécules, sinon on ne peut pas faire grand-chose. Donc là, ce que j'ai fait, c'est un montage qui est spécial. Ça s'appelle un montage à reflux, c'est-à-dire qu'on fait chauffer là, mais ça va remonter un petit peu. Et le but, c'est que ça chauffe, mais qu'on puisse quand même garder nos molécules à l'intérieur. Après, quand la synthèse elle est terminée, c'est-à-dire que je vais avoir laissé un petit peu réagir pour que ça puisse se faire, il faut que je caractérise ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, j'avais préparé à côté un petit peu ce qui a déjà été fait avant. Et je vais vous montrer du coup comme ça directement, ça sera plus facile à voir. Toujours prendre des gants en chimie. Donc en gros, ce que je vais faire, c'est que là, c'est la technique de chromatographie sur couche mince. C'est-à-dire que je vais prendre, hop là, ce que j'ai fait moi, la référence que je suis censée avoir. Là, ce que je vous montre, c'est pour le sirop de menthe. Et je vais venir faire des points sur des petites couches comme ça. Donc en fait, c'est de la silice qui est là. C'est un produit spécial qui est fait pour ça. Donc en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais venir spotter, c'est-à-dire que je vais prendre sur le bout qui est là et je vais poser là où je veux. Est-ce que ça marchera? Tiens. Là. Donc là, ça fait un... C'est comme ça. Hop là. Est-ce que tu descendras? Oui, tu descends. Nickel. Et là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ce qu'on appelle éluer, c'est-à-dire que je vais faire monter chaque partie et voir s'il y a une différence. Et si les points montent au même endroit, c'est qu'on a toujours le même produit, sinon c'est qu'il y a des produits différents.
Normalement, comme moi je le fais dans ma synthèse, c'est beaucoup plus compliqué, c'est des molécules qui sont beaucoup plus grandes et je peux avoir beaucoup plus de choses. Mais là, c'est plus facile pour vous montrer. Donc je le mets dans une cuve CCM, c'est comme ça qu'on les appelle. Dedans, il y a... là, j'ai mis un mélange eau-éthanol. C'est spécifique. Il faut toujours avoir une partie... ce qu'on appelle polaire, c'est-à-dire qui va garder les molécules, et apolaire, qui vont aider à en faire monter d'autres, mais à les garder certaines. Donc, hop. Le truc, c'est que ça va prendre un petit moment. Du coup, je vais le montrer avec ce que moi j'avais fait avant. Donc, moi j'avais utilisé un révélateur à la vanilline, pardon. C'est fait pour, dans le cadre de mes molécules à moi, pour pouvoir les montrer. Normalement, on est censé donc mettre dedans, faire chauffer pendant un temps, et du coup, on se retrouve avec quelque chose comme ça. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des points là qui sont apparus, alors qu'à certains endroits, ils n'y sont pas. Et justement, en fait, ça veut dire que j'ai mon produit, donc la partie qui est au-dessus, mais il y a une partie en dessous aussi, ça veut dire qu'il n'est pas pur. Ce que je fais, c'est que du coup, après, je vais faire ce qu'on appelle une RMN, la résonance magnétique nucléaire. Donc c'est dans la salle qui est tout là-bas au fond. Alors la RMN, ça marche comment? C'est simple. On a notre produit, il y a un aimant qui va tourner autour et qui va venir regarder par rapport dans ce que moi je fais, les hydrogènes qu'il peut y avoir dans les molécules et qui va venir me les donner sur mon PC qui est derrière. Il y a plusieurs pics qu'on voit apparaître qui sont spécifiques par rapport aux emplacements des hydrogènes dans la molécule. Alors, retour sur le plateau, on vous l'avait promis, on a changé d'interlocuteur. Donc avant de parler de quoi que ce soit et de remercier le laboratoire Cobra de nous avoir accueillis, qui êtes-vous? Présentez-vous. Donc moi c'est Charlène Gadrois, je suis doctorante en 2e année dans le laboratoire Cobra. Et donc on ne le voit pas avec le masque, mais c'est Charlène qui nous a accueillis dans le laboratoire. Et on la remercie parce qu'elle a vraiment joué le jeu de la fête de la science, je trouve, en vulgarisant vraiment. Dans certains laboratoires, c'est plus compliqué aussi à vulgariser peut-être, mais il y a eu vraiment une envie d'essayer d'utiliser des mots simples pour que tout le monde comprenne. Et moi, je tenais à vous remercier pour ça aussi. Merci. Bonjour, donc Franck Lederf, je suis professeur à l'université de Rouen, je suis chimiste et je suis responsable d'une des équipes Cobra qui est ici à Évreux. Et puis j'ai aussi une autre casquette, je suis directeur de l'IUT et directeur du campus, j'en parlerai dans la deuxième partie. Et donc on a déjà remercié le campus de nous avoir accueillis, mais maintenant on peut le faire physiquement. Donc voilà. Merci de nous avoir accueillis pendant ces quelques jours de la fête de la science, parce qu'il n'y a pas que ici, vous avez participé à l'ensemble aussi et vous êtes investi sur l'ensemble avec la MEN notamment, sur l'ensemble de cette manifestation de la fête de la science. Donc merci pour ça aussi. Peut-être un petit retour sur le laboratoire Cobra. Donc le laboratoire Cobra, c'est un laboratoire de chimie, donc Cobra pour chimie organique, bioorganique, réactivité et analyse, donc il fallait le trouver dans le mot Cobra. Donc c'est un laboratoire multitutelle, donc le CNRS, l'Université de Rouen, l'INSA. On est sur plusieurs sites, donc le plus gros bien évidemment des sites c'est à Mont-Saint-Aignan, à Rouen. Il y a aussi un site, donc une partie du laboratoire qui est au Madrier, à l'INSA, et puis ici à Évreux. On en reviendra sur le campus d'Évreux où il y a donc des laboratoires de recherche dont une équipe de Cobra. Donc nos thématiques de recherche sont, c'est la chimie, c'est la synthèse à façon, on va dire, synthèse à façon dans le domaine pharmaceutique, dans le domaine des matériaux et dans le domaine de tout ce qui est biomédical. Donc on travaille, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec les collègues des PBS, la chimie tout seul c'est bien, mais on a besoin d'avoir des collaborations avec des physiciens, avec des biologistes pour l'application après derrière. Et avec des techniciens également, parce que des techniciens, oui, voilà. Il y a des matériaux, moi j'ai pu voir certaines machines, on va le dire comme ça, en vulgarisant, certains microscopes, certaines machines qui fonctionnent. Vous n'êtes pas forcément formé à ce matériel-là en tant que chimiste.
Donc vous faites appel aussi peut-être à des techniciens qui sont eux spécialisés dans l'utilisation de ce type d'engin, on va le dire comme ça. Oui, oui, non, parce que même si la chimie, c'est pas uniquement que la synthèse, et on a aussi la chimie analytique, ou toute la partie analyse. Donc oui, on va dire les laboratoires en général, donc il y a des chercheurs, des enseignants-chercheurs, et il y a aussi du personnel technique qui est dédié pas que sur les machines, mais qui est aussi dédié à l'activité du laboratoire. D'accord. Peut-être la doctorante, qu'est-ce que c'est un doctorant ou une doctorante aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, un doctorant ou une doctorante, c'est quelqu'un qui vient pour être en formation, pour pouvoir être après justement chercheur. Le but là pendant ces 3 ans, c'est d'apprendre le métier de chercheur justement. Donc en fait, on va faire, on a un projet à la base qui a été défini et on va essayer d'aller le plus loin possible. Pas forcément le mener à terme, puisqu'en 3 ans, c'est assez compliqué parfois. Mais on va essayer d'aller assez loin et de comprendre quel est le vrai métier à la base pour pouvoir bien l'appréhender après. C'est un peu déjà le pied dans le métier. On est déjà dans, même si effectivement il y a un espèce d'objectif qu'on s'est fixé ensemble avant ce contrat de doctorant, on est déjà pré-chercheur, on va le dire comme ça. C'est un peu ça, oui. Mais on a toujours besoin de nos encadrants encore pendant 3 ans. Ok. Je compléterai par dire une thèse, oui, c'est formation par la recherche. Donc justement, il se forme par la recherche. Et puis, compléter parce que vous avez dit tout à l'heure, ce qui est juste, Charlène a fait un gros effort de vulgarisation. La diffusion scientifique, ça ne s'improvise pas. Alors, pour rassurer pour les jeunes, le sirop de menthe, c'est juste pour qu'on voit bien là, sur la chromatographie. Mais si on vous avait mis un produit incolore, les tâches, il aurait fallu une lampe UV pour que ça révèle. Donc l'avantage du sirop de menthe, c'est que ça marche bien, mais ça vous permet d'expliquer les techniques, on va dire, de base de la chromatographie, nous en chimie. Oui, on a bien compris que vous ne faisiez pas que de la malheureusement, menthe, le sirop de menthe. Vous travaillez sur d'autres produits. Écoutez, on va lancer le petit jingle et puis on va accueillir notre dernier invité de la journée. On a un public qui réagit au quart de tour aujourd'hui, c'est agréable. Bonjour, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour, Arnaud Mabir, je suis vice-président de l'agglomération d'Évreux en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'usage numérique. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être de refaire une présentation un peu plus globale du campus, sortir un peu du laboratoire Cobra, aller un peu plus large, et puis vous nous faire un petit peu une topographie de l'ensemble du campus peut-être. Donc la fête de la science, c'est justement les journées où on peut ouvrir le laboratoire. Donc à Évreux, le campus d'Évreux, on appartient à l'université de Rouen. Donc l'université, c'est quoi ? C'est une pôle de formation. Donc il y a des composantes de formation et des laboratoires de recherche. À Évreux, donc l'université de Rouen, Évreux, on est géographiquement délocalisé, donc c'est ce qu'on appelle un site délocalisé. Donc sur Évreux, il y a de l'enseignement supérieur, donc regroupé dans le campus d'Évreux. Donc il y a de la recherche, je n'y reviendrai pas, puisque ça fait partie aujourd'hui des 2 plateaux TV que nous avons fait. Donc un laboratoire, donc rapidement, un laboratoire LMSM, laboratoire Cobra, laboratoire PBS, des structures de recherche, Transparaxence et N2S, qu'on a vu aujourd'hui, et puis des composantes pédagogiques. Donc composantes pédagogiques, on a l'IUT d'Évreux, une composante de l'UFR Sciences, une annexe de l'UFR Santé et l'INSPE pour le Master MEF, professeur des écoles. On a donc un panel de formation de Bac plus 2, on va dire formation Bac plus 2, en DUT essentiellement, à Bac plus 3, licence pro pour l'IUT et puis l'UFR Sciences et l'UFR Santé, et Master pour l'UFR Sciences et Santé. À cela se rajoute tout le paramédical qui va intégrer progressivement l'université, à savoir une école d'audioprothésistes qui a ouvert l'an dernier, un IFSI donc pour les infirmiers, et école de ergothérapeute et kinésithérapeute. Ce qui représente à peu près sur Évreux 2600 étudiants si on compte le paramédical. On est déjà sur un beau campus avec en plus plusieurs disciplines. On est sur un campus, on va dire, avec pas mal de disciplines et surtout on ouvre des formations en lien avec les besoins du territoire. Il ne faut pas se leurrer, on n'aura pas tout ce qu'il y a à Rouen et tout ce qu'il y a à Caen et tout ce qu'il y a au Havre. Mais on peut ouvrir des formations qui soient spécifiques et qui soient en lien avec le territoire. Oui, donc du local au local, il n'y a pas que quand on est les fruits et légumes qu'on est dans le local, on doit le faire aussi sur les territoires. Justement, transition vers les territoires.
Alors donc, Évreux Port de Normandie a pris la compétence enseignement supérieur depuis de nombreuses années. L'idée, c'est vraiment de développer ce qu'on vient de voir là, c'est-à-dire qu'en enracinant des laboratoires de recherche, c'est-à-dire une soixantaine de chercheurs sur le territoire, dont 20 doctorants, post-doctorants, ça permet aussi d'asseoir des formations, de permettre la diversité dont on vient de parler. Comme on disait, sur Évreux, le campus représente à peu près 2600 étudiants, mais finalement, autour d'Évreux, sur Évreux, il y a 15 établissements qui font de l'enseignement supérieur, et ça représente au total près de 3800 étudiants. Donc c'est aussi une volonté d'Évreux d'avoir cette compétence, parce que ça apporte aux jeunes du territoire des possibilités de poursuivre des études à coût moindre. Et dans des petits campus comme on peut avoir sur Évreux ou dans d'autres villes moyennes, on a l'avantage aussi d'être beaucoup plus proche des étudiants et d'offrir un niveau de formation ou d'encadrement de la part des enseignants, bien entendu, mais aussi des collectivités, d'être plus proche d'eux, de répondre plus à leurs besoins et de fournir à la fois aux entreprises du secteur des formations qui correspondent à leurs besoins et utiliser aussi les plateformes de technologie pour faire du transfert de technologie, donc de la recherche-développement pour des porteurs de projets ou des petites PME qui n'auraient pas les moyens d'avoir de la R&D. Donc c'est à ça que contribue l'enseignement supérieur à la recherche sur un territoire. Par exemple, nous étions hier dans un lycée et je sais que la formation va jusqu'à... On était au lycée Sangor hier. Ouais. La formation va jusqu'à des formations supérieures. Là aussi, on rassure les jeunes quelque part puisqu'ils commencent leur cursus scientifique dès la seconde ou on va dire qu'ils se déterminent dès la première. Leur choix. Et puis derrière, ils sont un peu coucounés. Ils sont dans leur environnement jusqu'à des études supérieures. Et puis grâce aux journées portes ouvertes et grâce aussi à la fête de la science, ils ont l'opportunité de voir ce qui se fait sur le territoire et qui est en continuité. En plus, si vous prenez l'exemple de Sangor, c'est vraiment la continuité de ce qui est fait au niveau du campus. C'est vraiment les formations qui sont la continuité de leur choix dès la première. Et donc des journées comme celle-ci, des plateaux comme ceux-ci font aussi que les jeunes peuvent entendre parler de ce type de formation, peuvent éventuellement s'y inscrire après des formations des plus classiques ou de type lycée ou autre. Ça démystifie parce que vous voyez les deux jeunes doctorants ou post-doctorants que vous avez là, finalement, il y a quelques années, ils étaient à la place des étudiants qui sont ici. Et ça permet de montrer qu'il n'y a pas un monde et les chercheurs ne sont pas des extraterrestres. Ce sont des gens comme vous et nous qu'on rencontre finalement faire les courses dans le centre commercial ou qu'on va rencontrer dans le lycée. Au-delà de ça, moi je vous assure que mon expérience personnelle, quand je suis allé dans les différents laboratoires, j'ai été accueilli par des gens absolument aimables, très ouverts, parfois un petit peu peur de se dire on va utiliser des mots trop compliqués, et je le comprends parce qu'on n'a pas tous les mêmes formations, mais toujours une envie de partager et d'échanger. Et ça, je trouve que la fête de la science permet ces moments-là et de un peu effectivement désacraliser ou donner un petit peu plus d'humanité dans ces métiers aussi qu'on a peut-être besoin. Tout à fait, c'est ce qu'on dit, c'est accessible à tous. On a vraiment besoin de scientifiques. On a besoin de femmes dans le monde scientifique. C'est encore un peu machiste, ce monde-là. Alors, ce n'est pas les utilisateurs, mais c'est qu'on a une proportion d'hommes qui est encore importante. Donc, mesdemoiselles, venez faire de la science et vous y verrez beaucoup de plaisir. Et si vous regardez l'émission, merci pour cette conclusion, parce que pour le coup, si vous regardez l'émission d'hier, on avait deux invités, deux jeunes filles en BTS, justement, dans les formations scientifiques. Donc, vraiment, on est... la boucle est bouclée presque. Un mot de conclusion peut-être Non, tout a été dit, je pense que... Tout a été dit. Écoutez, bonne fête de la science à tous, et puis on se retrouve demain pour un nouveau direct à la MED. Et là, on se retrouve à la MED. À demain. Qu'est-ce qui vous permet d'obtenir naturellement des bulles dans le cidre? Est-ce que vous savez ou... C'est du gaz. Il faut mettre un ingrédient. Quel ingrédient? Je sais pas, de l'azote? Des levures. La levure. Ouais, c'est bien ça. Bravo, donc c'est bien la levure en réalisant la fermentation qui transforme le sucre en alcool et en gaz. Il existe une grande variété de levures, dont la saccharose, vendue pour faire du cidre du coup à la maison. 1-0 pour toi. Vous savez ce qu'est une industrie agroalimentaire? La transformation des matières premières pour l'alimentation? C'est ça, c'est la transformation de la production agricole de chasse et de pêche à destination de la consommation humaine ou animale. Je vous remercie, vous avez quand même bien répondu aux questions. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous aussi.